MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gâches-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. En espérant que ça marche bien, bienvenue, bonjour et bienvenue à ce spécial en direct Couscous Piri en ce dimanche 5 août, ce fan avec vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent en direct sur le compte Twitter du Cannes Foot Club et via Periscope. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez sur ce fan avec vous, un Couscous Piri, assez sans piri-piri, Nilton est en vacances, donc je suis tout seul, donc avec ma tablette, je regarde un peu ce qui se passe. Et oui, ça c'est moi en ce moment, ouais, voilà, donc je vois que tout se passe bien, en espérant qu'on m'entend bien. Donc je vais mettre le son. Est-ce qu'on m'entend? Le son a l'air bon, donc excellent. Merci beaucoup d'être là en direct. Donc comme je l'ai dit, je suis tout seul aujourd'hui. J'ai pas trop planifié de trouver un autre partenaire, mais la prochaine fois je vais m'y mettre pour remplacer le grand Nilton George, donc bienvenue. Et voilà, donc bienvenue en direct sur le compte Periscope du Cannes Foot Club. Maintenant, l'introduction pour les gens du podcast. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club Couscous Piri, votre après-match 100% Montréal. On va revenir sur le match nul 1-1 entre l'Impact de Montréal et DC United, comme a dit le collègue Arcadio Marcosi, un match nul à saveur de défaite. Donc les titres clichés vont commencer toute cette semaine et on va revenir dessus. Et évidemment, on va un peu parler par rapport aux questions. J'ai eu quelques questions sur Twitter qui va me faire plaisir d'y répondre, et aussi voir quelques sujets qui m'intéressent par rapport à ce qui se passe autour de l'Impact, parce que le mercato arrive à sa fin, puis on va voir ce que ça va donner. Donc merci tout le monde qui se écoute en direct, et bien sûr si vous nous écoutez sur podcast ou vous êtes sur la plateforme de podcast de diffusion du Cannes Football Club intitulé le Cannes Football Club Plus. Donc si vous nous trouvez sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn, Pocket Cast, votre plateforme préférée de podcast de diffusion, mettez les mots-clés Cannes Football Club Plus. Vous pouvez écouter Sur la ligne de Monsieur Four de Foot, Match en main avec Julien Tardif, Sports Borat et Rock'n'Roll, évidemment Le Point Vendano, et aussi MLS Africa Plus notamment. Donc une panoplie de podcasts pour différents goûts. On vous remercie de nous suivre sur notre plateforme podcast 100% soccer, 100% montréalaise, et aussi avec une saveur internationale. Et évidemment, si vous voulez nous supporter, juste en nous regardant en ce moment et en écoutant nos podcasts, que ce soit dans 1 heure ou 2 ou cette semaine, c'est déjà un support important. Mais une façon aussi de nous supporter, c'est via notre campagne de sociofinancement Patreon. Donc vous allez sur patreon.com/Cannes Football Club, et pour le prix d'un ultra frappé cappuccino caramel extra guimauve de Starbucks, pour le prix de cette boisson complexe par mois, vous venez supporter et vraiment nous donner un support financier qui nous aide à développer notre contenu, à garder les lumières allumées déjà par rapport à tout ce qu'on a comme coût pour faire rouler la baraque comme on dit, et aussi continuer à aider à développer notre plateforme. Donc le contenu qu'on développe, soccer, ça nous aide, ça nous motive à faire ce qu'on fait déjà mieux, à faire d'autres types de contenus, à s'aventurer dans d'autres lieux et d'autres aventures pour pouvoir parler foot avec vous. Donc merci beaucoup encore. Donc on va revenir sur le match de l'Impact de Montréal. Donc l'Impact de Montréal a fait 1-1 contre DC United. Je vous rappelle rapidement les éléments partants.
Du côté de DC United, Ousted dans les buts, ex-Vancouver, vous connaissez très bien. Un 4-1-4-1 pour DC avec Mora, Birnbaum, Opare, Fischer, non pas Kyle. Moreno au milieu défensif, Assad, Acosta, Canouse et Steiber. Et en pointe, le grand Wayne Rooney. Du côté de l'Impact, le classique 4-3-3, Evan Bush dans les buts. Petrasso, Fanny, Camacho, Raitala. Kroliki, Piet, Taider, le trio au milieu de terrain qui ne bouge jamais et qui fait un bon travail a priori. Et Silva, Mancuso et Piatti. Du côté des buts, un but de Mancuso très tôt dans le match. Et ensuite, une égalisation de Assad. Mancuso, c'était la 5e sur un tir de Piatti qui a été dévié par Opare. Puis Mancuso qui met une balle frappe dans le haut du filet qui bat Ousted. Et ensuite, il y a mis la cède à la 70e sur une bonne combinaison entre Moreno et Acosta qui donne la caviar à Assad. Assad, on le connaît d'Atlanta United l'an dernier durant la saison inaugurale d'Atlanta. Et voilà qui fait mal à l'Impact. Donc voilà, c'est un match nul, comme on dit, à saveur de défaite, comme on va dire. Et évidemment, c'est pas facile pour l'Impact qui essaie de gagner. On va parler un peu du classement. Du côté de l'Impact est toujours 5e avec 29 points, à égalité avec New England qui est 6e, 29 points, Atlanta 48, New York City FC 44, Red Bulls 41, Columbus 36. Derrière l'Impact, Union est à 27 points à la 7e place, Orlando City 23, Toronto qui fait une petite remontée à 23, Chicago 23 et United 18. Donc United profite de ce match nul pour rester dans la course, tant mieux pour eux, mais c'est vraiment pas facile pour l'Impact qui a besoin de ce 3 points après la non-concrétisation du mercato avec Jimmy Briand pour le moment. Là, je pense qu'on va parler du mercato, ça c'est sûr. Du côté du public, je vais passer par les évaluations du match, notamment Saputo d'Or, Tropotine, Gérard Darfoin, les évaluations du CanFC. Donc Saputo d'Or, c'est la perf top du match du côté de l'Impact de Montréal. Tropotine pour la performance flop. Et Gérard Darfoin pour le moment loufoque, marrant, WTF qui vous a marqué durant ce match-là. De mon côté, mon Saputo d'Or, j'étais pas sûr avec, pour moi, mon Saputo d'Or c'est clair, mais j'étais content il y a deux choix clairs. Evan Bush, qui a fait des arrêts miraculeux pour garder l'Impact assez longtemps avec l'avance de 1 but, et il a fait un excellent travail par rapport à ça. Et aussi, mais je vais le donner surtout à Alessandro Silva. Alessandro Silva, il a été excellent. Il a vraiment pu, il a fait un excellent travail sur le côté droit. Il a créé beaucoup de chances, il percute, c'est un vrai ailier droit comme on l'aime, et c'est vraiment excellent qu'il fasse ça. Et puis, par rapport à ça, gros travail de l'Uruguayen. Je pense que la MLS et l'Impact devrait chercher beaucoup plus d'Uruguayens, quoique le premier Uruguayen de l'équipe, il y a peut-être quelques années, l'attaquant, j'oublie son nom, était un flop total. Mais c'est important de noter ça. Donc Silva, gros match. Du côté de Tropotine, j'en ai pas trop honnêtement. Il y a un Tropotine collectif par exemple. On peut le donner au collectif parce que ils ont du mal après le but de Mancuso. Peut-être même à la 10e minute, c'était déjà fini. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Mais ils ont un peu lâché la balle. Les instructions n'étaient pas suivies d'après Rémi Garde et le staff. Ils n'étaient pas très contents de l'exécution du match. Bon, Wayne Rooney, DC United sont pas mauvais, ils jouaient bien au ballon, mais c'est dommage que l'Impact n'a pas pu faire plus que ça. Ils sont peut-être limités par leur talent. Donc il y a ça aussi. Bon, si on donnait un joueur, on pourrait le donner Mancuso, non, parce qu'il a marqué, mais peut-être Piatti parce qu'il il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Donc Piatti mériterait peut-être un Tropotine, quoi qu'il a fait des belles accélérations, il a fait des belles choses. Mais bon, on peut donner un Tropotine par défaut, mais je pense pas que nécessairement qu'il le mérite. Mais c'est plus le collectif qui a vraiment pêché un peu, qui a pas pu vraiment faire face à DC United, qui, on vous le rappelle, bon dernier de la conférence de l'Est, mais le classement reflète pas vraiment leur qualité, voir les joueurs qu'ils ont, c'est peut-être pas normal qu'ils jouent comme ça. Donc du côté de Gérard Darfoin, honnêtement, Gérard Darfoin, c'est sur le but égalisateur de DC United. Il y avait une main de Onel Fischer après une belle remontée, une belle descente défensive de Taider qui bloque une contre-attaque. Et ensuite, Onel Fischer avait touché le ballon à la main quand il est tombé par terre. L'arbitre l'a pas vu ou l'a pas appelé ou n'a pas vu que c'était une main, en tout cas décisive ou pas. Je suis pas sûr des règles à ce moment-là.
Mais ensuite, quelques secondes plus tard, DC United égalise. Rémi Garde en a parlé un peu, il était sûr que c'était une main sur le terrain, puis il a confirmé en voyant les images, notamment après le match, avant qu'il vienne nous voir dans la salle média du Stade Saputo. Donc ça, c'est un petit moment, j'ai l'air d'un fond du côté de le match entre l'Impact et DC United, 1-1, je vous rappelle. Maintenant, le public, on va vous parler. Un grand merci à tout le monde qui utilise les évaluations du Cannes Football Club. Donc, on va commencer, messieurs, je vais prendre FC Factory. Donc, du côté de Saputo, pour lui, c'est Bouchy. Tropoutine, Petrasso. Petrasso était pas mauvais, mais bon, c'est peut-être valide. Et son gérard d'un foin, FC Factory, WTF, avec le bloc défensif Swiss Cheese. Donc, assez marrant par rapport à ça. Dr Foot, Doc Mayou, Saputo d'or, l'arbitre irréprochable. Tropoutine, les joueurs de DC qui se laissent tomber dès qu'on les frôle, hommage à Neymar, intéressant. J'ai l'air d'un foin, l'absence d'opportunisme de l'Impact. Donc c'est intéressant. Du côté de aussi Mathieu SG, Nounours Salé, Saputo d'or Silva, on se rejoint Mathieu, merci beaucoup. Tropoutine, les deux latéraux, le manque de créativité de Raitala paraît moins lorsqu'il est défenseur central. C'est vrai, Lovitz est encore en protocole de commotion cérébrale, donc il n'est pas disponible, il faut qu'il soit 10 jours à l'arrêt, d'après les règles de la Ligue. Donc voilà, Raitala fait quand même le travail défensif, il récupère bien les ballons, il est agressif, il est généreux dans les efforts, puis moi je trouve qu'il fait un bon travail, mais oui, défensivement, c'est pas facile. J'ai l'art d'un foin, moi qui prédis semaine après semaine une base de régime à Kroliki, le jeune est solide. Donc oui, Mathieu Kroliki fait un bon travail, on va en parler. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à lui. J'ai beaucoup de choses à dire sur plein de choses. Voilà, donc François Aubin, salut François, on s'est vu au stade, un plaisir de te revoir. N'hésitez pas, si vous me voyez, de dire bonjour, t'entends, je suis dans ma bulle, je vous vois, mais je vous vois pas. Je suis comme ailleurs, mais n'hésitez pas, salut François. Un plaisir de te voir. Son Saputo d'or, Silva, on aurait dû lui donner constamment le ballon. Tropoutine, Anthony Jackson-Hamel, constamment de haut but, incapable de concrétiser. J'ai l'air d'un foin, ça fait 2 matchs d'affilée que mes voisins sont pour l'équipe adverse. Section avec un mauvais sort. Donc voilà, François Aubin qui est pas content de ses voisins, mais bon, on peut parler à votre représentant de vente pour qu'il vérifie ça. Mathieu Admachi Bouzouk, Saputo d'or Silva, top. Tropoutine Wright à la flop. J'ai l'air d'un foin, WTF dans le sens positif. Vraiment drôle de voir Sid visiter le stade pendant la demi. Et un petit dernier, on va aller avec Étienne Roy. Bush, il a été solide, comme son Saputo d'or. Tropoutine, Piatti. Beaucoup de déchets et perte de balles, mauvaise frappe, etc. Un peu d'accord avec toi, mais on avait du mal à trouver un. Piatti a quand même eu un impact positif sur le jeu, Étienne, mais c'est pas mal. C'est un bon choix, mais c'est un choix de riche, entre guillemets. Même si l'impact peut pas se permettre d'avoir Piatti qui joue mal. S'il était pas là, ça aurait quand même été difficile. J'ai l'air d'un foin, le mercato. On va en parler du mercato. On va en parler aujourd'hui, la semaine prochaine, cette semaine, pendant les mois qui suivent. Je pense que c'est un sujet chaud du côté de l'Impact. Donc voilà, ça conclut les évaluations du Cannes FC. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous sur Twitter. C'est super important, on apprécie tout ce que quand vous interagissez avec nous. Donc merci aussi à ceux qui ont participé, mais que j'ai pas lu leurs évaluations. Anthony Bellil, Borat Simono, salut Borat, Licorne, Dominique Richaud, Raphaël Hadi, François Boisclair, François Le Requin et tous les autres. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc là, je vais revenir sur ma tablette. Est-ce que je suis encore en focus? Je suis là, juste pour être sûr. Désolé pour les gens du podcast. Donc là, je fais un live et aussi pour le podcast. Je m'assure que je suis bien par rapport à la caméra. Donc voilà. En direct, excellent. Donc maintenant, on va passer aux questions qu'on m'a demandé par rapport à ce podcast. Donc évidemment, sans Nilton, il y a beaucoup moins de questions parce qu'il est super populaire. Puis les gens aiment lui poser des questions. Donc j'ai l'impression que, en fait, c'est péripéri, hein, le vrai show. C'est pas couscous péripéri. Donc du côté de la première question, elle venait le courtoisie de Ludwig Philippe Geir, Alp Kier. Donc merci, salut LP, merci beaucoup, un plaisir de te revoir sur Twitter. Puis on va essayer de se hook up un de ces jours pour parler shop. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour l'Impact d'acquérir des joueurs, ne serait-ce que de profondeur, en défense latérale par exemple? Donc cette question, Ludovic, au fait, ça va au-delà de juste parler à ce qu'ils ont problème à avoir de la profondeur en défense latérale par exemple. C'est plus une question de
la gestion du mercato de l'Impact est un peu erratique à certains moments. Quoi qu'on trouve, en défense centrale, il y a du monde. Donc, sur le banc, entre guillemets, Fischer, Diallo, Raitala comme backup quand il joue latéral. Donc, ces 3 défenseurs centraux disponibles pour venir aider l'équipe. Kyle Fischer est parti à Ottawa pour jouer quelques matchs, on l'espère, donc pour se remettre en bonne condition physique pour venir aider l'équipe. Donc, question de profondeur, c'est par rapport à la transition de l'Impact. Quand je parle de transition, Rémi Garde a quand même un certain héritage qui lui tourne au-dessus quand il arrive à Montréal. Donc, il cherche un attaquant, il peut pas. Jimmy Briand ne vient pas pour des raisons qu'on a vues, c'était assez bordélique. Donc c'est pas par manque d'effort. Mais quand on se retrouve avec Mancosu, Jackson Hamel et Oduro comme l'héritage qu'on te laisse et que t'es pas capable de recruter, t'as la profondeur qui est pas bonne. Côté droit, Silva n'a pas pris sa place au début. Il y avait Edwards, il y avait Vargas on sait toujours pas où est-ce qu'il joue, mais là Silva s'est impliqué. Mais c'est vrai que sur le 11 partant, à part faire bencher Kroliki pour faire jouer Shomi et peut-être switcher Lovis et Raitala et Duval, Petrasso, la profondeur n'est pas tant que ça, mais il faut aussi penser à la profondeur de la qualité. Pourquoi ? Parce que avoir 15 joueurs sur le banc que tu payes bien mais qui sont pas assez bons pour t'aider, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et puis ce qu'il faut prendre en compte, le plus important, c'est à quoi sert ta profondeur, quel est ton objectif et qu'est-ce que tu veux la faire réaliser. C'est-à-dire, t'as Oduro, il travaille fort, il travaille peut-être pas très bien, mais c'est un bon gars de groupe. Rémi Garde ne lui fait pas confiance. Pas il fait confiance, il veut pas de lui. Mais il reste quand même dans le groupe, il est sur son banc, donc c'est un joueur qui est éligible à l'aider. Mais c'est une profondeur qui est pas vraiment là, parce qu'il va pas l'utiliser, il est pas dans ses calculs. Et au moins, Garde reste un peu proche de ses idées, donc tant mieux. Mais par rapport à ça, ce que je trouve vraiment important de voir, c'est que le mercato de l'Impact a tout le temps été difficile et erratique, et quels que soient les coachs ou les directeurs sportifs qui sont là, il y en a juste eu 2 ou 3 si on compte Matt Jordan, c'est que c'est assez problématique parce que c'est à chaque fois tu as une sorte de renouvellement, de recherche, de trouver des nouveaux profils. On a du mal à les construire avec des profils qui sont très très figés comme Mancosu parce que tu peux pas les changer, son salaire est trop cher, tu peux pas le libérer. Oduro, tu peux rien faire avec. Jackson Hamel, il coûte pas trop cher, mais il doit se prouver par rapport à Rémi Garde, c'est peut-être trop tard pour cette saison en tant que titulaire. Donc là, on se trouve dans le trouble. Maintenant, au niveau de l'acquisition des joueurs, LP, la difficulté, c'est par rapport au planning et par rapport au manque d'exécution à des moments clés. Jimmy Briand, c'était travaillé depuis longtemps et que ça n'a pas marché pour des raisons qu'on connaît, de package, pas package. En tout cas, c'était un bordel de communication interne et externe. Mais il fallait que les deux camps se trouvent une entente, mais c'est pas arrivé. Tout le monde perd, le club et le joueur, mais c'est surtout les supporters qui perdent. En tout cas. Merci Ludwig pour ta question. Prochaine question. Ok. Dr Foot qui est très très actif, donc il m'en pose 4 questions. Je vais répondre une et passer à une autre et revenir à ces questions. Ok, donc si proche de la fin du mercato, que peut-on raisonnablement espérer? Même les départs ne se font pas. Honnêtement, à ce niveau de la saison, avec nous sommes le 5, il reste 4-5 jours au mercato, donc tout ce qui peut arriver, c'est que à moins d'un agent libre qui arrive rapidement et dont les détails contractuels sont finalisés assez rapidement, l'Impact va probablement se pencher vers un échange intra-MLS qui est dur, très très dur. J'explique. Déjà, Fernando Adi avait failli venir en prêt du FC Cincinnati en USL pour dépanner l'Impact. La rumeur était un peu confirmée par tout le monde, du moins du côté de Cincinnati aux États-Unis, mais c'est pas arrivé. Donc le plan B, catastrophe pour compenser la non-arrivée de Jimmy Briand, entre guillemets, n'est pas arrivé. Maintenant, au niveau des départs, qui peut partir? Honnêtement, Edwards est déjà parti pour $400,000 d'argent d'allocation, ce qui est énorme. Moi, je trouve ça super. Et maintenant, dans quel but va-t-on chercher des joueurs alors que les besoins sont connus? Milieu offensif, attaquant. Peut-être un latéral, mais à ce niveau-là, on va se débrouiller avec Lovitz, Raitala et puis Duval s'il revient à temps, puis Petrasso. Au pire, tu mettras Kroliki latéral droit s'il le faut. Et c'est pourquoi je trouve ça assez important de prendre en compte, c'est le mercato, c'est difficile. Le joueur qui pourrait partir, c'est peut-être Cabrera, parce qu'il y a une certaine valeur dans la ligue et ailleurs, mais je pense que l'Impact s'est tellement fait traumatiser par les blessures en défense centrale qu'ils disent, vous savez quoi,
on va garder 9 défenseurs centraux dans notre alignement, puis au pire, on va se débrouiller. Parce que ils ont déjà fait leur budget, dans le sens, ces joueurs, s'ils bougent pas, le club va encore survivre. Mais bon, ça bloque aussi des arrivées importantes, et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, Bryant, il avait du budget pour. Je pense que l'échange d'Edwards a peut-être donné de la flexibilité salariale au niveau des transferts ou du montant salarial de Jérémy Bryant pour le ramener ici. Mais bon, c'est pas arrivé. Et l'Impact a vraiment du mal avec ce mercato-là, les deux. Celui de janvier était insuffisant, surtout qu'il y avait un gros taux de roulement et beaucoup de joueurs qui sont partis. Et surtout, celui de mercato d'été, il aurait été un peu plus facile. Je m'attendais à avoir plus de noms que juste Jérémy Bryant à plusieurs autres postes, notamment un poste de milieu offensif ou de troisième milieu de terrain axial pour jouer avec côté de Tyler et Piet. Mais bon, l'Impact s'est dit, Kroliki fait le travail, tant mieux, puis on se débrouille avec. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Je continue avec Dr Foot avant de passer à Frédéric. Dr Foot, ne serait-ce pas mieux si MFC était éliminé de la course aux séries? On pourrait reposer Piet et Tyler. Putain, ils vont pas se reposer parce qu'ils sont éliminés, quoi. Ça sert à rien. Dr Foot, je sais que ta question est un peu ironique. Je passe à la troisième question. Ronny ne remplit pas le stade, inquiétant. Le stade il est quand même rempli à 19 000, donc s'il est pas sold out, c'est pas la fin du monde. C'est quand même le stade Saputo, c'est l'Impact là, à part Drogba et puis les matchs de série et peut-être Kaka. Si t'es venu au stade Saputo, pas beaucoup de joueurs qui feront remplir le stade tant que ça. Et Wayne Rooney, c'est pas nécessairement la star marketing qui ramènerait, surtout qu'il c'est un joueur adverse. Maintenant, si Wayne Rooney était un joueur de l'Impact de Montréal, là ça changerait. On aurait joint la communauté anglophone, j'en ai parlé un peu ici dans Off, ça aurait joint les fans de Manchester United, ça aurait joint les fans de foot en général, même les fameux Eurosnob qu'on a du mal à identifier de façon dans un contexte de marketing sportif là, quasiment de les géolocaliser. Il y a pas une section Eurosnob dans Facebook là, donc on peut vous trouver. Mais si Wayne Rooney était un joueur de l'Impact, ce serait une autre histoire. Mais j'ai pas l'impression que l'adversaire qui vient au Stade Saputo va attirer tant que ça, à part les exceptions. Zlatan Ibrahimovic, évidemment, c'est une grande star. Kaka au Stade Olympique, c'était quand même 35 000. Pour un match en début de saison, il y a quelques années, c'est pas mal. David Beckham, il y a quelques années, c'était 66 000 et quelques, en 2012. Donc, voilà, quoi, c'était un stade rempli au Stade Olympique. Donc, Wayne Rooney n'a pas le pouvoir marketing pour un club, pour des supporters qui ont un club qui est vraiment en train de tituber cette saison pour dire, ouais, on va remplir le stade pour voir l'adversaire Wayne Rooney. Pour une équipe qui est dans le fin fond du classement de l'Est, il n'y a pas ce base-là, surtout que DC United rend beaucoup de joueurs indifférents. Et on va dire la vérité, même ailleurs dans la ligue et à Montréal, on s'intéresse pas tant que ça aux autres clubs MLS, sauf quand on va les affronter. Il y a des histoires, Atlanta, José Martinez qui va essayer de battre le record de plus de buts marqués dans une saison. Il y a beaucoup d'histoires qui sont visualisées, qui sont analysées par les fans, même les fans bleu noir 100% qui regardent juste l'Impact. Mais en général, chaque club, chaque supporter pense à sa propre paroisse. N'a pas le temps, peut-être prend pas le temps d'aller voir ailleurs. Et Wayne Rooney, dans le contexte de la saison, de l'Impact et de DC United, n'est pas nécessairement aussi sexy, n'est pas nécessairement aussi intéressant. Encore une fois, Wayne Rooney à l'Impact de Montréal, ça aurait été magnifique. Magnifique. Et une question 2. Je continue avec Dr Foot, on va finir avec lui. Pour ensuite aller à Frédéric Salem, Raitala en remplacement de Lovitz. Les montées offensives et les centres de Daniel ont cruellement manqué à l'équipe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Lovitz qui est passé du meilleur défenseur de l'année de l'Impact de Montréal au meilleur défenseur latéral de la Ligue quasiment. Non, j'exagère évidemment. Mais Lovitz, c'est pas mal. C'est pas mal offensivement, défensivement c'est mieux, il est athlétique, c'est un gars qui se surpasse. Mais Raitala, c'est pas le même profil. Raitala, c'est un latéral gauche qui se convertit en défenseur central ou vice versa. Je pense que c'est un défenseur qui a été converti en latéral, mais ça, je me rappelle plus de son profil quand il est arrivé de Columbus. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est quand on y pense, le fait que l'Impact a une certaine profondeur à ce poste-là, de latéral gauche, c'est-à-dire que tu as 2 joueurs qui peuvent jouer à ce poste, c'est déjà mieux que 1. C'est déjà mieux que juste avoir un ailier qui se convertit en latéral, comme Lovitz, lui c'était un ailier au début dans sa carrière, pour ensuite devenir latéral gauche, que ce soit avec Toronto ou avec Montréal. Donc c'est important de prendre ça en compte. Maintenant,
quand Lovic centre correctement, il centre à qui exactement? Mancuso n'a vraiment pas une bonne saison, catastrophique, même si son but était beaucoup plus présent, dans ce match-là, il était beaucoup plus présent. Et ensuite, il n'a pas été servi par l'équipe qui s'est écroulée collectivement en termes de position de balle et de jeu offensif. Parce que DC United a décidé d'asphyxier le ballon au Stade Saputo. Donc ça, c'est un problème. Mais pour revenir au latéral, moi, honnêtement, oui, ça manque les centres de Lovic. Mais c'est pas comme si c'était Zambrota ou Marcelo. Donc c'est pas la fin du monde. Mais Raitala fait un travail défensif. Il se débrouille. Piatti va devoir faire du 1 contre 3 à chaque fois. Mais il fait très bien quand même. Taider supporte Piatti du côté gauche quand il monte vers l'avant. Piatti couvre le plus possible et t'as Kroliki qui essaie d'apporter un surnombre avec Silva côté droit. Donc la bonne chose avec l'Impact, c'est qu'avec Silva côté droit et Piatti côté gauche, l'apport des latéraux n'est pas nécessairement aussi important parce que ils sont assez forts pour se débrouiller. Mais le plus important, c'est le support. T'es pas nécessairement obligé de faire des centres à chaque fois. Mais si tes latéraux font les courses et les appels pour créer de l'espace autour des Piatti et des Al Silva, là, ça fait une différence. Et ça, c'est super important. Donc, ouais. Donc, Lovic, il manque, mais bon, hein, si l'Impact cherche un meilleur latéral gauche, il va manquer pas tant que ça à certains, mais, vraiment, il fait quand même un bon travail. Et Rata, là aussi, défensivement, c'est un vrai guerrier. Il se donne, je l'aime beaucoup. Il est honnête, il est simple, un bon passeur, une bonne relance. Et défensivement, il a vraiment la hargne et j'aime beaucoup. C'est vraiment une perle rare en termes de travail. Et ce qui est bien avec l'identité de l'Impact sur Rémi Garde, c'est que tout le monde est impliqué physiquement, dans le jeu, stratégiquement. Bon, même si il y a des manques contre DC United, je trouve quand même que il y a quand même une sorte d'esprit collectif et surtout que tout le monde est au même diapason physiquement. Même Mancuso, c'est même Mancuso qui n'est pas au même diapason tactique et au niveau du jeu, il est en retard par rapport à tout le monde parce qu'il est pas capable de cadrer des tirs proprement et de marquer des buts. Mais au niveau physique, l'équipe est vraiment en forme. Ils sont prêts pour le mini-marathon pour la course. Et je trouve ça c'est hyper important pour le club qui a besoin de ça, surtout que là il reste 10, 11, 12 matchs, même pas une douzaine de matchs au maximum. Et c'est vraiment, maintenant c'est une course jusqu'à la fin, jusqu'au fameux DCJD. Parce que je vous garantis, l'Impact sera impliqué sur le DCJD, que ce soit d'une façon positive ou négative. Mais ils seront là, à moins d'une catastrophe. Ils seront peut-être encore entre la 4e et la 7e place et pour essayer de déterminer s'ils font des séries ou pas dans les matchs. Surtout qu'il y aura une double confrontation contre Toronto qui les attend. Toronto FC en MLS et Toronto FC, ils sont de retour avec Altidore après un gros match nul. Je pense que c'est 2 partout contre Atlanta United. Prochaine question. Frédéric Salem, Frédéric Salem. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette équipe, pendant les 15 premières minutes, joue avec intensité et à la moindre erreur, ça bascule, on ne fait que subir et se défendre en totale perte de confiance? Pourquoi ça semble toujours compliqué de jouer un 90 minutes d'intensité? #CCPB. En fait, Frédéric, c'est une bonne question. Mais ce qui est important de prendre en compte, je trouve, c'est que il faut prendre en compte l'adversaire, de 1. Parce que l'adversaire a le droit d'exister. L'adversaire a décidé de jouer. L'adversaire a des qualités. Et je trouve que l'Impact de Montréal, j'y pensais, je l'ai pas dit à voix haute, là, quand j'étais avec, la Galerie Presse, mais je me suis dit, en voyant le début de match de l'Impact de Montréal, je me suis dit, ça me fait un peu rappeler à l'Impact de Chalibaume. On veut marquer 3-4-0, rapidement. Hyper rapidement. Et finir le match. Et l'Impact voulait vraiment finir le match. Et l'Impact voulait vraiment briser l'esprit de DC United. Mais ils ont marqué vite. Donc DC United a réagi rapidement. On a vu l'expérience et le talent qui est ressorti. Parce que il a eu du recul. Parce que les joueurs, ils ont vu que DC United commençait à monter. Stieber et Acosta ont mené la charge avec Canous. Rooney a fait des bonnes choses. Rooney que Fanny a a très bien géré. Et dans ce sens-là, moi je trouve que l'Impact a subi par choix en partie, mais en partie a subi aussi parce que DC United, ils avaient un jeu plus intelligent, ils faisaient des passes courtes, ça allait vite, même si ça n'allait pas très loin vers l'avant. Mais je trouve que quand même, DC United, encore une fois, le classement ne reflète pas du tout la qualité de cette équipe, parce qu'honnêtement, même tactiquement, c'était bien. Et je trouve qu'avoir le poids d'Wayne Rooney, qui va vraiment, attirer vers lui Rod Fanny et Camacho quand il le faut. Et si Camacho doit aussi voir Acosta qui fait des courses, ou bien Assad qui est quasiment un deuxième attaquant quand il a besoin d'aller vers l'avant,
Ça, c'est intéressant. Parce qu'au niveau du jeu, DC United a vraiment étiré, a joué sur la largeur plusieurs fois, que ce soit avec c'était qui, Fischer, O'Neil Fischer, qui a passé son temps à coller Piatti et vice versa. Piatti s'est amusé à coller à Fischer. Et je trouve par rapport à ça, quand on voit comment le terrain a été étiré, l'Impact a vraiment bien défendu. Bush a fait des arrêts miraculeux, ça c'est vrai. Rooney a un coup franc sur le poteau évidemment. Rooney a fait de excellents centres, coup franc indirect dans la surface. Et puis voilà quoi, le Birnbaum a sauvé un but sur la ligne de Krolicki, ça aurait pu faire une différence. Et aussi DC United a failli marquer, je pense que c'était via Oparé, et je pense aussi Moreno qui a failli marquer dans la surface sur un des coups francs indirects de Wayne Rooney. Donc DC United a quand même une identité dans le jeu, je dirais pas une identité mais une tendance à vouloir jouer court entre eux, des petits triangles. Imaginez 3 joueurs qui forment un triangle, puis ils se font des passes rapidement, puis ça bouge, ça change de côté. Ça, c'est tout le temps dynamique, le plus possible. Surtout les changements de côté latéraux d'un côté à l'autre. Donc, on voit que ça, c'est une sorte d'envie de le faire rapidement. L'Impact aime changer de côté, mais il a une tendance à temporiser, surtout quand on voit du côté gauche, comme Piatti. Par exemple, Piatti, il temporise. Il aime attendre. Ensuite, il accélère. Attendre, accélère. Et il a c'est une façon de changer de rythme, même si sur le contre, Piatti va vers l'avant assez rapidement. Mais quand il est un peu couvert, il a tendance à vouloir changer de rythme et d'accélération pour pouvoir créer de l'espace. Et ça aide aussi un gars comme Taider qui va le suivre côté gauche pour lui donner du support. Parce que Raitala va peut-être rester sur la ligne médiane pour couvrir défensivement. Même si en fin de match, il a monté beaucoup pour essayer d'offrir un centre pour essayer de marquer le but de la victoire. Et je trouve que ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et puis, je trouve que par rapport à ça, ta question, Frédéric, elle est bonne, mais je pense que c'est juste une circonstance du match. Parce que pendant les 15 premières minutes, l'Impact voulait aller all-in. L'Impact voulait vraiment y aller. Et il voulait marquer 2-3-0, et c'était possible. Mais DC United a décidé d'exister, parce qu'ils ont le droit d'exister. Et comment ils l'ont fait? Ben, ils ont joué. Et je pense pas qu'il y a pas il n'y a pas des règles par défaut qui font dire que l'Impact doit dominer. Il n'y a pas un livre qui dit, regardez, dans la règle 12, paragraphe 13, alinéa A, ligne 25, le club à la maison, l'équipe à la maison doit dominer le match. Je comprends ta frustration, Frédéric. L'Impact a tendance à faire ça parce qu'au fait, il en manque une certaine cohésion dans le jeu offensif, en termes de position de balle, parce qu'en termes de contre-attaque, l'Impact le fait assez bien. Taider offre cette qualité pour garder le ballon, Piat aussi. Krolicki le fait bien, mais en même temps, il faut que ça joue rapidement vers l'avant. Mais dès qu'il faut poser le ballon et tirer l'adversaire sur la largeur, jouer nord-sud, est-ouest, comme vous voulez, c'est là où l'Impact a peut-être du mal, mais c'est aussi une équipe qui est passée et qui passe encore pour une saison en zizanie. Pourquoi? De 1, l'Impact a perdu quasiment 10-12 matchs de suite quasiment, pour ensuite en gagner 8 ou 9. Là, ils sont sur 5 matchs sans victoire, je pense, mais il n'y a pas une constance dans les résultats. D'un côté, l'Impact a beaucoup trop perdu par rapport à ses qualités. Et aussi, même avec les joueurs qu'ils ont en main, je trouve qu'il y a une sorte de surperformance par rapport à nos attentes, parce qu'on a vu que l'équipe jouait assez mal. Mais en même temps, Frédéric, c'est que la perte de confiance vient aussi à essayer de défendre et avoir peur de se prendre un but. Parce que l'équipe n'était pas sur une séquence de 3 victoires consécutives. Ils ont éliminé les championnats canadiens. Ils avaient fait un match nul contre les Timbers qui était intéressant, pour ensuite se faire un peu mal, un peu chicoté par Atlanta à la maison. Donc, il y avait ça aussi. Mais au moins, ils étaient reposés. Quoique Gard était un peu déçu, entre guillemets. Pas déçu, mais il était un peu... Ouais, je dirais qu'il avait l'air un peu déçu de fait qu'il y a eu des mini-vacances, parce que je pense qu'il y a une journée de plus de vacances lundi, où les joueurs étaient en congé. Donc, certains joueurs étaient partis prendre des mini-vacances. Donc, peut-être il était un peu déçu de ne pas avoir pu travailler ce match en tant qu'il voulait. C'est ce qu'il m'avait dit quand j'ai posé la question à la conférence de presse, que vous pouvez revoir sur la page Facebook du Cannes Football Club, ainsi que les commentaires du vestiaire en direct que j'avais enregistré dans le vestiaire. Pour aussi voir Sid sur Periscope @Solambe, qui a aussi enregistré de son côté sur son compte SOLAMBUY. Donc voilà, je pense que ça répond à vos questions. Pas beaucoup de questions aujourd'hui parce que voilà, je suis pas Nilton, j'ai pas l'influence du grand Nilton. Mais ce que je trouve intéressant, c'est en fait je vais aller sur Periscope pour voir, mais en attendant je vais parler aussi pour le podcast, qu'il faut pas que je les oublie. Mais l'Impact en ce moment est dans une certaine, je dirais pas impasse,
Mais se retrouve tout le temps, se retrouve maintenant dans des situations depuis un bout, mais on le voyait venir. Mais là, ça va s'amplifier, on va sentir la pression, parce qu'on est un peu dans le money time, on est dans le 400-800 mètres de la saison, et on arrive dans le sprint dans pas longtemps, le marathon est fini, et ça, il faut vraiment prendre en compte. L'Impact, maintenant, on se trouve dans une situation où il doit gagner tous ses matchs. C'est la pression qu'ils vont se mettre, la pression, the pressure que le club va se mettre sur lui-même, mais aussi c'est l'impression dans laquelle ils vont être, parce que la Ligue, la MLS, t'es pas obligé de bien jouer en mars et en avril, tant que t'es assez bon pour survivre et être là pour le mois d'août, septembre. Il faut que tu sois dans une zone assez intéressante, et c'est pourquoi je trouve que c'est important de prendre ça en compte. Et l'Impact doit clairement faire attention à ça, parce que il faut qu'ils vont gérer leurs attentes. Ils vont faire ça un match à la fois. J'ai pas l'horaire sur moi, donc je suis pas sûr si nécessairement ils ont encore des matchs. Ils ont 3 matchs en une semaine. Là, j'ai pas eu le temps de voir l'horaire avant. Mais ce qui est important de savoir, c'est que maintenant les clichés vont arriver. Ces clichés sont un peu vrais. Par exemple, ce match-là, c'est un match à 6 points. On l'a déjà entendu. Après, dans 2 semaines, ça a des matchs à 9 points. Et c'est ça l'Impact faut qu'il évite de se mettre dans une sorte de pression qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire jouer, c'est-à-dire ne pas penser à 4 matchs à l'avance, penser au match prochain, puis ils vont le faire. C'est des professionnels, le staff de l'Impact ont un sang-froid, c'est des tacticiens, c'est des stratèges, ils travaillent bien, ils travaillent fort, et les joueurs aussi, vraiment les joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent. Au niveau de l'effort collectif, tactique, talent, je pense que l'effectif est assez maximisé. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire attention à gérer aussi nos attentes, que ce soit les médias, que ce soit les supporters aussi, parce que je comprends qu'on arrive dans le début du crunch time de la saison, et il faut accepter la possibilité que l'Impact fera peut-être pas les séries, même s'il est en bonne position en ce moment. Et l'Impact pourrait faire la série, l'Impact pourrait faire mal, l'Impact pourrait aller loin, parce qu'on sait jamais. C'est les séries, on sait pas ce qui peut arriver. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, en termes d'attente et en termes de jeu, l'Impact va être de plus en plus pragmatique. L'Impact ne peut pas se permettre d'essayer des choses. Tout le monde se connaît maintenant, il n'y a pas de surprise. Maintenant, c'est une question d'exécution. Maintenant, est-ce que le mercato va aider? Ça, je sais pas, parce que je doute qu'il y ait des arrivées, du moins des arrivées qui auront un impact intéressant. Il faut aussi penser à ça. Est-ce que l'Impact a envie de se prendre des contrats long terme, disons 2 ans, peut-être 3 maximum dans la MLS, pour une solution de rechange qui va durer 4 mois, ou 2 mois même pas. Plus les séries, disons 4 mois si tu vas jusqu'au match de la Coupe MLS en finale. Peut-être au stade olympique, on ne sait jamais. Est-ce que financièrement, l'Impact a envie de se prendre un joueur comme ça? C'est pourquoi la solution de Fernando Eddy avait l'air parfaite. C'est un prêt, c'est court terme, tu joues 2 mois, 3 mois, tu marques 7 buts, on est content, tu t'en vas à FC Cincinnati, puis on va se revoir en MLS en 2019, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Surtout après la fin des renégociations et une nouvelle discussion avec Jimmy Briand, entre le club et Jimmy Briand, qui a abouti à rien, quoi. À cause que Jimmy Briand ne soit pas un impact, et que l'Impact n'est pas un attaquant pointe qui vraiment allait les aider. Donc c'est vraiment dommage. Attends, un petit commentaire sur Periscope. Ah, c'est Nilton. Taider, c'est comme d'habitude. Fantastique, oui. Je vais parler de Taider aussi dans pas longtemps, Nilton. Merci beaucoup. Donc, et pour finir un peu sur ma petite mini-analyse de la saison, mon petit run, c'est pour dire, c'est très important de prendre en compte ce qui est arrivé dans la saison avant pour expliquer ce qui se passe maintenant. Parce que l'Impact, ce qui a réagi par rapport à ce qui se passait mal durant la saison. Mais je trouve qu'ils ont quand même bien réagi. Quand je parle de l'Impact, je parle des joueurs et du staff. Je parle pas de la direction ou du Joey Saputo. Eux, ils font autre chose. Eux, ils sont dans un autre délire de court terme, moyen terme, long terme. Alors que le staff est là dans le jeu. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux gérer Kroliki pour qu'il maximise mon milieu de terrain? Comment est-ce que je peux maximiser l'efficacité de Silva? Que Silva fait une grosse saison, une grosse deuxième moitié de saison. Et je trouve qu'il est à ça. Pour les gens du podcast qui me regardent pas, j'ai peut-être un pouce ou deux entre mon index et mon pouce. Ils sont à ça il est à ça de vraiment être un excellent leader dans la ligue. Honnêtement, ce qu'il fait physiquement, au niveau du travail, de l'abattage, c'est assez hallucinant. Et je trouve que c'est très important de prendre ça en compte parce que Silva peut être la clé qui pourrait libérer ce club dans son jeu et son impact physique. Parce que en MLS, c'est le profil parfait.
c'est le profil parfait dans beaucoup de ligues, mais dans le niveau dans lequel il joue, impact physique, vitesse, percussion, changement de rythme, le sens du dribble, donc il est vraiment capable de faire tout ça. Et je trouve qu'à la fin, il pourrait être la clé intéressante, parce que même Mancuso se sent bien avec lui. Quand Silva va bien, on sent que Mancuso va mieux. Donc, et comme je disais avant, Silva n'a pas besoin d'un latéral pour le supporter autant qu'on voudrait, qu'un latéral a supporté l'équipe vers l'avant, mais aussi il est important dans ce schéma-là. Donc, si le recrutement a été mauvais durant l'été et durant l'hiver, on oublie aussi que Silva est arrivé en mois de février, peut-être mars, pardon. Il est arrivé juste avant le début de la saison ou au début de la saison. Donc ça reste quand même un bon recrutement. Et c'est pourquoi je dis, c'est important de ne pas oublier que l'Impact a encore fait des belles choses. Silva, c'est un bon move. Edwards, Raitala pour Simon, quand on y pense, tu sauves de l'argent. T'as un joueur solide comme Raitala. T'as un projet Edwards qui a pas marché, mais t'as reçu $400,000 en argent dans location. Donc l'Impact a su réagir. Donc il y a du positif. Mais ce qui est embêtant, et on a l'impression que c'est un éternel recommencement à chaque fois, c'est que on a l'impression de recommencer, puis on se dit à la fin, quand est-ce qu'on va avoir une sorte de base solide sur laquelle construire? Parce que là, on a encore la raison ou l'excuse, Gard a reçu l'héritage de, Gard a eu ses contrats lourds de tel et tel joueur. Donc, il est peut-être un peu menotté par rapport à ça. Et c'est ça qui est dommage. Et je trouve ça important de prendre ça en contexte, mais en même temps, on peut pas nécessairement dire au club, c'est pas votre faute. Si Gilles-Briand est pas là, c'est que le club a dû faire une faute quelque part. Je pense que le club brillant est aussi coupable pour certaines choses, et c'est important de prendre ça en compte. Et c'est pourquoi à la fin, ce qui est important, c'est quand on en parlait avec Nilton plusieurs fois, c'est qu'il faut penser à 2019 maintenant. Pense en court terme. Quand je dis 2019, je viens de contrer ce que je disais que que l'Impact doit penser à jouer match par match, mais dans la vision du club, il fallait penser à 2019 maintenant. Et je trouve que c'est important de prendre ça en compte, que ça va vraiment aider le club de façon exponentielle. En termes de la stratégie marketing, mercato et footballistique du club. Ce que Rémi Garde est là pour rester, je l'espère. Et je trouve que ce qu'il a fait en ce moment, après un groupe qu'il a quand même aidé à sélectionner, qui ont perdu beaucoup de matchs, et là on a commencé à surperformer entre guillemets par rapport à ce qu'on avait vu avant et gagner des matchs, Rémi Garde a prouvé sa valeur. Et je trouve que ce côté mental, la dureté du mental comme on dit, de Rémi Garde et ce collectif peut les aider pour bien finir la saison, peut-être faire mal aux séries, faire mal aux autres équipes en Syrie, et surtout pour l'année prochaine avoir un groupe encore plus solide, en assumant que Taider va rester, parce que Taider est important. Un petit message de Kevin Duska. Yo, ce fait Medeza a l'air tellement chill. Ben ouais. Merci Kevin. Je suis chill, bro. Merci beaucoup. Donc je suis sur mon sofa, relax. Periscope en direct du Cannes Foot Club. Merci à tout le monde qui m'écoute en direct, et aussi merci à les gens qui nous écoutent sur le podcast. Le réseau podcast Soccer 100% montréalais, Cannes Football Club Plus, c'est la poutine du soccer. Donc c'est super important d'être avec nous, de nous supporter. Pour aussi nous supporter, vous pouvez acheter, j'ai un joli t-shirt Cannes FC ici, la collection soccer local ou Cannes Football Club de Tropotine, donc tropotine.com, vous pouvez nous supporter comme ça. Vous pouvez aussi nous supporter sur patreon.com/Cannes Football Club, ça c'est super important. Donc voilà, je pense à conclure mon spécial couscous péripéri tout seul. J'ai pas eu tant de questions que ça, mais j'ai autre chose à dire. Ah ouais, non, avant de conclure, je voulais parler un peu de Taider. C'est pas pour faire une heure sur Taider, là. C'est pas parce qu'il est intéressant algérien que je vais en parler tout le temps. Mais c'est vraiment pour dire, regardez l'évolution de ce joueur-là. Puis surtout, ça va être un moment à tour du saut. Regardez qu'est-ce que vous avez dit en début de saison sur Safi Taider. C'est un moteur diesel. Il va mettre du temps pour démarrer, mais quand il démarre, attention. C'est un milieu de terrain axial, un Piet plus, un Bernier hybride, un Donadel, Bernardello entre guillemets, un peu plus haut. C'est pas un Birenzi Maillet. Même s'il est proche du Bernier, c'est pas un Patrice Bernier. C'est pas un milieu offensif.
C'est pas un joueur qui va marquer 10 buts par match, par saison. Quoique là, je pense qu'il y a au moins 4 buts, si c'est pas 5. Donc je pense qu'il a déjà rempli son contrat par rapport en termes de buts marqués. Il a montré il a eu une balle frappe sur le poteau contre DC United qui était vraiment belle. Un classique Taider côté gauche, coupe vers l'axe, une balle frappe de 25 mètres, poteau, donc il fait son travail. Mais l'influence dans son jeu, son calme, sa relance, ses choix sécuritaires ou ses vers l'arrière quand il le faut, et les passes vers l'avant quand il voit l'occasion de le faire, on voit pourquoi l'Impact, déjà, la relation de Bologne et l'Impact était parfaite pour intégrer Taider, pour reshipper Djemaili pour des raisons personnelles à Bologne. Donc c'était gagnant-gagnant pour les deux clubs, pour les deux entités, pour l'Empire Football de Joey Saputo. Et Taider, vraiment, il faut pas oublier, il a 26-27 ans, mondialiste 2014, international algérien, Coupe d'Afrique des Nations, je pense plus de 100 matchs en Serie A. Il a commencé très jeune en Serie A à 18 ans, au même club Bologne. Donc, c'est pas n'importe qui. Et j'aurais dit la même chose s'il s'appelait Jean-Jacques Cousteau, William Shatner ou genre, je sais pas moi, Mamadou Sakho, comme vous voulez. Il aurait pu l'appeler ce qu'il se voulait, Safi Taider. J'aurais dit la même chose parce que il a une certaine expérience dans son jeu, une fougue physique. C'est un marathonien. Il se donne tout le temps. Tantôt il donnait trop au début de la saison, donc on voyait ce problème-là. Quand il voulait trop donner, donc il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Il est loin d'être parfait, mais sa complémentarité avec un gars comme Piet, un vrai bulldog classique, qui je pense que Piet peut devenir plus qu'un bulldog, parce que c'est pas parce qu'il a une carrure de rugbyman un peu là, comment il se penche pour défendre, que nécessairement qu'il peut juste faire ça dans la vie. Mais je trouve que c'est un bon joueur Piet et que Taider a une belle chimie avec lui. Puis on voit le leadership dans Taider n'est pas nécessairement dans ses paroles, mais dans son jeu. Il distribue, on lui donne le ballon, il cherche le ballon, il évite jamais le ballon. Et c'est ça la force de Taider, c'est qu'il se cache pas. Il va chercher le ballon, il le demande, puis il a tout le temps il essaie souvent d'avoir un impact positif vers l'avant. Comme on dit en anglais, un forward momentum vers l'avant, ou du moins un momentum positif au pire. Donc moi je trouve que c'est super important de prendre ça en compte. Et puis voilà, il faut faire attention. Tu sais, c'est pas parce que Djemaili allait marquer 15 buts avec l'Impact en moins d'une saison que Taider, qui vient du même club que Djemaili, qui porte le numéro 8 et Patrice Bernier, doit soudainement porter l'héritage de ce numéro et de ce joueur pour des raisons inconnues. Taider fait du Taider, Djemaili a fait du Djemaili, et Patrice Bernier a fait du Patrice Bernier. C'est aussi simple que ça. Puis il faut vraiment prendre ça en compte. Il faut faire attention. Il faut éviter les amalgames. Il faut éviter il faut éviter de comparer pour comparer. Il faut surtout donner du temps. Parce que si le coach, par exemple, c'est Rémi Garde, Rémi Garde allait clairement donner du temps à Taider, c'est un profil qu'il voulait. Il a dit clairement avant que Taider soit officialisé ici, où il dit, le profil de Taider est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ce qu'il avait dit, Rémi Garde à sa conférence de presse d'inauguration, de présentation au public montréalais, au centre Nutrilé, peut-être, je pense, c'était en janvier ou en décembre, je ne me rappelle plus c'était quand, mais quand Rémi Garde a été présenté pour la première fois, lorsque Joe Saputo l'avait annoncé comme entraîneur-chef du club. Donc, Taider est intéressant. Mais si Rémi Garde n'avait pas la patience, pour par exemple Ken Kroliki s'est fait vraiment rentrer dedans par le public, souvent sur Twitter, mais est-ce que Twitter représente le public à 100%? Je ne pense pas. Mais voilà, Kroliki s'en est pris plein la gueule, mérité sur certains cas. Mais je trouve que c'est un joueur intéressant, je trouve qu'il était pas mauvais. Et je trouve que, tout simplement, il a fait le travail. Puis on voit l'évolution d'un jeune qui a peu d'expérience, qui vient du collège américain, qui n'était pas, on était même pas sûr quel était son profil exact, à part d'être un milieu axial générique. Donc, une sorte de CM sur Football Manager. Et on voit ce que la confiance d'un coach qui a clairement sait comment gérer les jeunes et sait comment dire à certains qui sont pas assez bons et d'autres qui sont assez bons, les aider à évoluer. Et je trouve que dans cette mentalité-là, et je me répète ce que j'avais dit avant sur Rémi Garde a vraiment, sérieusement, il a vraiment montré ses capacités à aider un groupe à évoluer collectivement. On le voit aussi à travers l'évolution individuelle positive de beaucoup de joueurs. L'exécution et la conformation des joueurs expérimentés, à qui on s'attend à vraiment livrer la marchandise, et ensuite l'évolution de joueurs qui étaient en devenir ou des projets. Dommage pour lui, Bonanguette qui s'est blessé, dommage pour David Chouinard qui s'est blessé,
Mais la confiance qu'il donne à Mathieu Choignard dans les moments intéressants, c'est mieux que rien. La bonne chose, la bonne chose c'est ça. Si on voit par exemple sur l'évolution par exemple de Remy Edwards pour certaines périodes qui étaient intéressantes, qui coïncidaient l'engueulade de garde sur tout le monde, ben on a vu que Edwards avait répondu par rapport à ça, donc il avait joué quelques bons matchs, mais bon, peut-être à la fin c'était pas assez bon pour Montréal ou pour lui, peut-être lui il voulait pas rester du tout ici. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et Krolicki, c'est la preuve qui dit que Gard a vraiment le profil parfait. Ce que Joe Saputo nous a dit en conférence de presse après le licenciement de Mauro Biello et du staff et l'introduction de Rémi Garde, c'est qu'il veut un entraîneur qui intègre les jeunes un peu plus. Maintenant, c'est pas des jeunes de l'académie qui sont en train de péter le feu au sein de l'Impact de Montréal. Quoique on a encore des doutes sur ce que Jason Bragas est et ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Quoique physiquement, il a l'air beaucoup mieux lorsqu'il est rentré contre DC United. Mais honnêtement, voilà, quoi, c'est un gâchis par rapport à l'argent qu'on lui donne. Mais bon, est-ce qu'il peut voler sur garde? Je l'espère. Mais on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense que ça conclut ce spécial en direct CCPP sans piri-piri. Sofiane Benza avec vous, le couscous solo pour cet épisode spécial du Cannes Football Club. Merci à tout le monde qui m'écoute en direct. Et merci à tout le monde qui m'écoute sur le podcast sur 54.com/Cannes Football Club et sur les autres, toutes plateformes de balado diffusion que vous adorez. Les mots-clés, Cannes Football Club plus. Pour nous supporter, c'est important. Pour le prix d'un frappuccino caramel guimauve avec extra sucre, patreon.com/Cannes Football Club. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.